Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Togo font le bilan de leur projet de coopération technique. Un atelier national sur l'état de mise en œuvre de ces programmes réunit experts et chefs de projet depuis ce matin à Lomé. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, appuie l'intégration agricole au Togo. Une signature d'accord de prêt de plus de 5 milliards de francs CFA a été conclue la semaine dernière. Situation toujours tendue au Soudan, la population refuse le coup d'État et manifeste dans la rue. Et puis sport football, préparatif de la nouvelle saison 2021-2022, les entraîneurs et préparateurs physiques des clubs des championnats nationaux seront en formation à partir de vendredi prochain. C'est une initiative de la Direction technique nationale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. L'Agence internationale de l'énergie atomique et le Togo évaluent les projets de coopération technique les reliant. Un atelier national sur l'état de mise en œuvre de ces programmes s'est ouvert ce matin à Lomé. Reportage Yacoubou Habou, présentation Nathalie Panegui. Pendant 2 jours, les experts et les chefs de projet vont faire le bilan dans chaque domaine de coopération, notamment la santé, l'agriculture, l'énergie et l'environnement. Il s'agit pour l'Agence internationale de l'énergie atomique de présenter à ses partenaires togolais de nouvelles opportunités de programmes au niveau régional. Professeur agrégé Tchao Manzameso, point focal de l'AIEA Togo. Cet atelier est organisé après 7 années de coopération technique avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Les participants viennent d'un peu partout au Togo. Il y a des participants de l'Université de Kara, ceux de l'Université de Lomé, ceux qui viennent de certains ministères et centres de recherche. L'objectif, c'est de pouvoir harmoniser nos pratiques. D'abord, chacun va présenter son expérience pour les projets qui sont finis et les nouveaux porteurs de projets vont pouvoir s'en inspirer. Donc, ces échanges d'expériences vont permettre aux nouveaux de connaître les procédures et maintenant, pour les anciens, de nous dire quelle a été l'impact réel de leur projet sur la population, sur l'environnement. Cet atelier aussi va être une opportunité pour nous de présenter les différents projets régionaux qui sont actuellement en cours. Et ça permettra aux participants de pouvoir se positionner. Il y a beaucoup de projets régionaux, le traitement du cancer, la recherche en hydrologie, l'agriculture, l'élevage, les mines. Ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère de la Santé, Wotok Bekoku, a rappelé la raison de l'adhésion du Togo à l'AIEA en 2012. Le gouvernement togolais, sous l'impulsion du chef de l'État, a élaboré et signé son premier programme cadre national en mars 2020. Ce programme définit les principaux secteurs d'activité pour lesquels les applications nucléaires peuvent jouer un rôle important pour le développement socio-économique du pays, notamment l'agriculture, l'élevage, les ressources en eau, la radioprotection et la sûreté nucléaire, la nutrition humaine, la lutte contre les insectes nuisibles, la médecine humaine. Rappelons que le Togo a conclu en 2020 un accord de coopération technique couvrant une durée de 5 ans avec l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Cette collaboration couvre particulièrement 5 domaines prioritaires: la sûreté nucléaire et radiologique, l'alimentation et l'agriculture, la santé et la nutrition, l'eau et l'environnement et naturellement l'énergie et les mines. Merci à vous Nathalie Panegui. Le Togo, représenté par la ministre du Développement à la base, Myriam Dossou d'Almeida, a préparé à l'édition 2021 du sommet Youth Connect Africa. L'événement, qui s'est tenu à Accra la semaine dernière, a réuni pendant 3 jours les jeunes, des gouvernants, des représentants, des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales, des communautés à la base et de la société civile, ainsi que des dirigeants politiques et des institutions des secteurs publics privés. Les activités ont porté notamment sur la ZLECAF, zone de libre-échange continental africain. Le point avec vous, Léontine Atokima. Les différents panels animés par d'éminentes personnalités et acteurs de premier plan ont permis de discuter autour du thème positionner les jeunes pour l'économie post-Covid et les opportunités de la ZLECAF. Pour le Togo, qui est l'un des pays les plus avancés sur les questions relatives à la nouvelle zone de libre-échange, il s'est agi de partager les expériences en la matière, mais aussi de rappeler l'importance d'une politique d'autonomisation des jeunes au sein des stratégies au niveau continental. Ainsi, plusieurs recommandations ont été retenues, notamment la mise en place d'un réseau qui permettra
permettra aux jeunes et aux décideurs de travailler ensemble pour leur épanouissement, a indiqué la ministre Myriam Dossou d'Almeida. L'objectif à terme est de créer une plateforme permettant à un plus grand nombre de jeunes de tout le continent d'apprendre et de s'engager pour répondre notamment aux défis et opportunités qu'offre la ZLECAf et de faire progresser l'intégration régionale. Il est à noter que cette participation de la ministre au sommet Youth Connect a été ponctuée par des visites d'installation de biogaz dans la capitale ghanéenne dans la droite ligne de l'ambition du Togo de tirer un profit optimal de son potentiel en biomasse. Et je vous l'annonçais en titre, le Togo vient de bénéficier d'un appui de 10 millions de dollars, soit un peu plus de 5 milliards de francs CFA, du fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP. Ce fonds va servir à renforcer l'intégration agricole. L'annonce a été faite par l'institution intergouvernementale à l'issue de la signature d'accords intervenus en fin de semaine dernière. Charlotte Ahar. Cette nouvelle injection de fonds de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP sous forme de prêts s'inscrit dans le cadre du projet régional d'intégration des marchés agricoles PRIMA. L'objectif est de renforcer les secteurs de l'agriculture et du commerce afin d'augmenter les revenus et la sécurité alimentaire des ménages ruraux. Sur le terrain, ce fonds va permettre de financer la réhabilitation des marchés, des centres de collecte de produits et des portions de pistes rurales reliant les zones de production au marché, ainsi que l'aménagement de terres agricoles. Cette subvention devrait à terme bénéficier à quelques 45 000 ménages sur toute l'étendue du territoire. Selon le directeur du fonds de l'OPEP, Abdul Hamid Al-Khalifa, l'agriculture a un fort potentiel d'impact sur le développement, employant un pourcentage important de la population active. Le fonds de l'OPEP pour le développement international OFID, créé en 1976, est l'une des principales institutions multilatérales des États membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. À travers le PRIMA, il vise à améliorer les performances des centres commerciaux sous-régionaux et des corridors de transport transfrontaliers, à promouvoir l'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les femmes et à intégrer pleinement les petits exploitants aux marchés nationaux et sous-régionaux. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Éducation à présent, le gouvernement togolais a pris depuis quelques années des mesures dans le secteur éducatif pour soulager les peines des parents et élèves. Au rang de celle-ci figure en bonne place la gratuité des frais scolaires au primaire et au secondaire, l'assurance maladie pour les élèves, encore appelée Scolassure, et l'exonération des frais d'inscription aux différents examens scolaires. Comment les principaux acteurs de l'éducation trouvent-ils ces mesures et quels sont leurs impacts sur le cursus scolaire des élèves? Nathalie Panegui nous en parle. La gratuité scolaire est une politique menée par l'État togolais en vue d'assurer l'accès à l'éducation pour tous et sans difficulté. Cette mesure rencontre un écho positif auprès des acteurs de l'éducation. Adjevi Kossi, inspecteur de l'enseignement secondaire général de Vaughan. Cette initiative est bonne. Ça vient à point nommé pour aider encore les parents, surtout ceux qui sont en difficulté. Si les parents ont des difficultés pour le financement de la scolarisation des enfants et que la gratuité arrive, tout à fait normal que cela impacte la fréquentation dans nos établissements et que ceux qui ne pouvaient pas fréquenter parce qu'ils n'ont pas les moyens reviennent à l'école et qu'ils étudient. Donc c'est une chose à louer et encourager. Les parents d'élèves aussi ne sont pas restés à la marge de cette heureuse décision qui permet aux enfants de jouir de leur droit à l'éducation. Logosu Kojo, président de l'association des parents d'élèves au CEG Tablibo-Ville 1. J'apprécie tellement le gouvernement d'avoir donné l'opportunité là aux parents d'être libres. Sinon, ça gêne tellement quand nos pauvres paysans vont métayer. Et comment les enfants reviennent tout le temps déranger les parents pour l'écolage et autres là. Si je me rappelle bien, au temps de Yadima, il avait donné l'opportunité aux paysans de ne plus payer. Et on l'avait apprécié. Nous demandons à ce qu'il continue dans cette logique. Dans le temps, c'était comme ça quand nous allions à l'école. On va avec un cahier, nous allons dans les hôpitaux et on nous soignait. Il fut un temps, c'était arrêté. Mais avec le Scolassure maintenant, nous avons un soulagement total dans nos écoles. Les enfants, quand ils viennent pour remplir un petit papier, arriver au niveau sanitaire, on les soigne gratuitement. Nous remercions tellement le gouvernement de continuer toujours par nous accompagner comme ça. L'éducation étant le soubassement de
tout développement, aucun enfant ne doit être laissé sur le carreau. Le gouvernement a fait sa part et les parents sont invités à jouer aussi leur partition pour une éducation pour tous au Togo. Et nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du président de la Cour suprême. Et c'est avec vous, Charlotte Ahara. Il m'a été donné de constater que certains individus ou groupes d'individus passent outre les dispositions des articles 682 et suivants de la loi numéro 2018-005 du 14 juin 2018 portant code foncier et domanial qui stipule, entre autres, que l'exécution des décisions de justice, arrêt de la Cour suprême, de la Chambre d'annulation, des cours d'appel et jugement des tribunaux en matière foncière devenus définitifs et ordonnant l'expulsion forcée ou démolition d'une ou plusieurs habitations est désormais soumise à des prescriptions strictes. Face aux dérives constatées dans l'exécution des décisions de justice en matière foncière par certains acteurs de justice, en l'occurrence les huissiers de justice assistés de la force publique ou par des individus peu recommandables appelés communément gros bras et qui créent des désarrois au sein des populations. J'en appelle au respect scrupuleux des dispositions pertinentes de la loi ci-dessus évoquée, notamment en ses articles 695 à 701. En conséquence, sont suspendues toute expulsion forcée massive, toute démolition d'immeubles, quelle que soit leur envergure, et tout déguerpissement massif de population. J'engage les départements ministériels en charge des auxiliaires de justice, officiers de police et gendarmerie judiciaire et autres agents à suspendre jusqu'à nouvel ordre toute assistance requise afférente aux suspensions ci-dessus visées. Désormais, tout individu ou groupe d'individus surpris d'entrave aux suspensions ci-dessus seront poursuivis pour vandalisme ou destruction volontaire. Les responsables des structures étatiques impliquées dans la gestion du foncier sont appelés chacun en ce qui le concerne à œuvrer pour la cohésion sociale et le vivre ensemble des populations togolaises. Fait à Lomé le 22 octobre 2021, le président de la Cour suprême du Togo, président du Conseil supérieur de la magistrature, Yaya Bawa Abdoulaye. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le coup d'État au Soudan avec l'arrestation par l'armée des dirigeants civils et la dissolution des organes de la transition suscite une vive inquiétude dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé la libération immédiate du Premier ministre Abdallah Hamdok. Et de son côté, Washington demande le rétablissement des institutions. À Khartoum et dans tout le pays, les manifestants n'ont pas attendu que la communauté internationale réagisse. Ils sont descendus dans les rues pour refuser ce coup d'État. Quelle est la situation dans le pays? Sibyl Lawson. Cette nuit, malgré le couvre-feu, de nombreux Soudanais hérissaient des barricades dans leur pâté de maison. Pour eux, le destin du pays se joue dans les rues, alors que dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick-up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Certains militants ont trouvé des moyens détournés pour se connecter aux réseaux sociaux. Des scènes de lynchage et d'humiliation inondent l'actualité. On peut voir des vidéos de femmes rouées de coups en pleine rue par des soldats descendus de pick-up, des étudiants de l'université de Khartoum couverts d'échymoses, cheveux rasés après avoir été frappés jusque dans leur chambre à coucher. Face à une répression féroce, les manifestants scandaient hier que leur évolution resterait pacifique. À minuit, une source au sein du ministère de la Santé dressait le bilan provisoire de la journée. 7 morts et 140 blessés, rappelant qu'il pourrait très vite s'aggraver alors que de nombreux Soudanais semblent prêts à tout pour faire échouer ce putsch militaire. L'Association des professionnels soudanais, les comités de résistance ainsi que de nombreux syndicats ont appelé à la désobéissance civile et à la grève générale. C'est la même stratégie qui avait été adoptée en juin 2019, juste après le massacre orchestré par des soldats sur le sit-in du quartier général de l'armée. Sibyl Lawson, rappelons qu'à Khartoum, on est toujours sans nouvelles du Premier ministre Abdallah Hamdok et de la plupart des représentants civils détenus par l'armée depuis hier matin dans un lieu inconnu. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce mardi dans l'après-midi une réunion d'urgence à huis clos.
Le Nigeria est le premier pays d'Afrique à se doter d'une monnaie numérique baptisée le INERA. Le président Muhammadu Buhari a lancé en personne la devise virtuelle hier. Le chef de l'État a notamment estimé que le INERA pourrait contribuer au PIB nigérian à hauteur de 29 milliards de dollars dans les 10 prochaines années, tout en mettant un frein à l'usage des crypto-monnaies telles que le Bitcoin qui échappe à toute régulation étatique. Pour encourager l'utilisation du INERA, l'accès à la plateforme dédiée au transfert restera gratuit pendant les 3 prochains mois. Le gouvernement congolais, les syndicats de fonctionnaires et agents de l'État sont en négociation à Kinshasa. Des travaux de 5 jours ouverts par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukondo Kenge ont donc démarré ce mardi avec des plateformes de discussion et de planification sur la paie des fonctionnaires qui ont du mal à joindre les deux bouts. Sport football, les dates des 2 dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sont connues. Les éperviers reçoivent le Sénégal le 11 novembre au stade de Kégué. 4 jours plus tard, ils jouent en déplacement la Namibie. Toujours au plan national, la FTF organise à partir du 29 novembre une formation à l'endroit des entraîneurs en prélude au démarrage des championnats nationaux. Edo Assignon. Subdivisée en 2 vagues, cette séance de formation, qui sera dirigée par la direction technique nationale, aura lieu au stade municipal de Lomé. Ainsi, du 29 au 31 octobre, la formation concernera les arbitres titulaires des clubs des championnats D1 et D2. Du 2 au 4 novembre, ce sera le tour des entraîneurs des gardiens des championnats masculins et de 2e division et préparateurs physiques des championnats masculins de D1 et D2. Rappelons que la saison 2021-2022 de première et deuxième division s'ouvre respectivement le 28 novembre et 4 décembre 2021. Les dates des dernières rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 sont connues. Déjà éliminés dans la course à la qualification, les éperviers reçoivent le Sénégal au stade de Kégué le jeudi 11 novembre prochain. 4 jours plus tard, les poulains de Paulo Duarte joueront à Orlando Stadium de Johannesburg, la Namibie, deuxième de la poule H avec 4 points. Ces 2 derniers matchs permettront aux éperviers du Togo de refaire une santé avant les échéances futures. L'arbitre international togolaise Amidome Vicencia figure parmi les 20 arbitres dames retenus pour le stage de préparation du mondial féminin 2023. Elle a rejoint la capitale du Qatar, Doha, à la suite du match de la manche allée des éliminatoires de la CAN féminine 2022. Il s'agit d'un séminaire de la FIFA qui va outiller les candidates à travers des sessions théoriques et pratiques. Après Doha, Amidome Vicencia est attendue le 1er novembre au Caire en Égypte, où elle va prendre part à un autre stage relatif à la phase finale de la Ligue africaine des champions version féminine, compétition organisée par la Confédération africaine de football. Pour finir, plus rien ne va pour Dienda Konam et son club. Getafe a encore perdu 3-0 devant Celta Vigo et concède ainsi sa 8e défaite en 10 journées. Cette rencontre a vu l'expulsion de l'international togolais à la 63e minute. Bon dernier avec seulement 2 points au compteur, Getafe fera ses prochaines sorties les 28 et 31 octobre respectivement face à Grenade et Espanyol Barcelone. Et nous terminons avec les résultats du tirage numéro 16 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 3, 5, 7, 14, 20, 22, 27, 28, 33, 40, 43 et 47, soit 12 matchs nuls. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Togo font le bilan de leur projet de coopération technique. Un atelier national sur l'état de mise en œuvre de ces programmes réunit experts et chefs de projet depuis ce matin à Lomé. Et puis l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP appuie l'intégration agricole au Togo. Une signature d'accord de prêt de plus de 5 milliards de francs CFA a été conclue la semaine dernière.
boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg